J'étais en fait chargée de vous parler des infections materno-fœtales. Ce n'est pas néonatal, c'est materno-fœtal. Donc la prévention, c'était le diagnostic et plutôt la prise en charge, mais j'ai choisi, comme professeur de Ruelle, de circonscrire mon propos aux infections bactériennes. Sinon, je pense effectivement que ça aurait pu être compliqué de... Donc les mêmes chiffres qui reviennent, 4 à 10 pour 1000, 10 pour 1000 naissances vivantes, avec des disparités selon les régions qui varient de 2 à 4 pour 1000. Ces infections sont fréquentes chez le prématuré et sont responsables d'une grande morbidité, retrouvée dans 19 pour 1000 chez le nouveau-né de moins de 1500 grammes, avec toujours des disparités entre 13 et 27 pour 1000 selon les centres d'études. Là, je parlerai peut-être des pays en développement pour dire que les infections, d'une façon générale, qu'elles soient materno-fœtales ou postnatales, sont responsables de 36% de la mortalité dans la période néonatale. Plusieurs facteurs, donc Aminata en a déjà parlé, favorisent ces infections néonatales bactériennes ou materno-fœtales. Il y a quand même l'immaturité néonatale cellulaire chez le nouveau-né. Quand on parle des cellules, les cellules T, leur fonctionnement est normal. Cependant, il y a un déficit en production de certains facteurs, en particulier des lymphocytes, des facteurs de migration, donc des facteurs qui inhibent plutôt la migration cellulaire, de même que la phagocytose déficiente chez le nouveau-né, donc qui vont favoriser l'installation de ces infections. Il y a également un déficit de l'unité à médiation humorale. On sait que certaines immunoglobulines ne traversent pas la barrière placentaire, particulièrement les immunoglobulines M et A, ce qui fait que ces enfants présentent un risque supplémentaire, d'autant plus qu'ils ont une hypocomplémentémie à la naissance. D'autres facteurs ont été incriminés dans la survenue des infections materno-fœtales. Il s'agit de propriétés liées au liquide amniotique lui-même qui contiendrait une molécule, donc un peptide de faible poids moléculaire qui contient du zinc et qui serait inhibiteur pour certains germes. Et ce pouvoir inhibiteur, cette activité antibactérienne a été démontrée pour certains germes, pas pour tous les germes, pour Escherichia coli, le streptocoque B, respectivement chez la femme avec une activité inhibitrice de 68 et 30%, 68 pour Escherichia coli et 36% pour le streptocoque B. Donc cette activité antibactérienne est majorée en cas de présence de méconium et en cas de fièvre chez la maman. Il y a également d'autres facteurs qui ont été incriminés. Je ne vais pas peut-être m'étendre dessus puisque ce n'est pas le but de notre propos. Pour dire juste, résumer un peu ces facteurs, qu'il y a le déficit immunitaire chez le fœtus, donc l'immaturité qui va favoriser l'installation de ces infections. Il y a également, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Aminata, la virulence du germe qui est en cause, l'importance de la contamination, l'existence ou non d'anticorps spécifiques d'origine maternelle et la durée de la contamination. Et parmi ces facteurs-là, on y reviendra, c'est surtout le mauvais suivi des grossesses. Il n'y a pas de dépistage systématique des infections chez la mère, donc qui aurait pu être traité comme le dépistage du streptocoque B. Et selon l'EDS 4, donc l'avant-dernière enquête démographique de santé au Sénégal qui a été faite en 2005, on assiste encore à des proportions d'accouchement à domicile élevées de l'ordre de 37%. Les voies de contamination également, ça a été abordé. Donc on en arrive au diagnostic de l'infection materno-fœtale. Il faut tenir compte d'éléments anamnestiques. Il y a d'abord l'interrogatoire qui va essayer de retrouver une notion de fièvre maternelle, d'anomalie du rythme cardiaque chez le fœtus, la notion de douleur utérine, on en a parlé tout à l'heure également, les anomalies de coloration du liquide amniotique ou une rupture de la poche des os de plus de 12 heures. Également, une prématurité inexpliquée peut constituer un facteur évocateur d'une infection. Sur le plan clinique, il n'y a aucun symptôme spécifique. En fait,
les anglo-saxons disent que tout enfant qui va mal est considéré comme infecté jusqu'à preuve du contraire. Puisqu'il n'y a pas de signes spécifiques, il peut s'agir de signes généraux ou de signes en rapport avec la localisation de cette infection au niveau d'un organe. Donc c'est une détresse vitale, qu'elle soit hémodynamique ou respiratoire, l'existence de symptômes cliniques tels une hépatomégalie qu'on peut retrouver facilement par un examen clinique qui est bien fait, des troubles neurologiques, un enfant qui a des anomalies de régulation thermique. Sur le plan biologique, en particulier bactériologique, il faudra s'atteler à faire des examens, donc des prélèvements qui vont permettre de retrouver le germe qui est en cause. Ce germe peut être retrouvé dans le liquide gastrique et il faudra faire ce prélèvement au mieux avant la 3e heure. Il faut faire la culture du placenta, puisqu'on parle d'une transmission de la mère vers l'enfant. Il faut faire des hémocultures et les répéter pour se donner donc des chances de trouver ces germes. Si l'enfant présente des symptômes cliniques, en particulier des signes neurologiques, il faudra penser à faire une ponction lombaire. Et pour certains germes, pour aller vite, on peut faire la recherche d'antigènes solubles, en particulier pour le streptocoque B, Escherichia coli, et ça se recherchera dans certains prélèvements, dans le sang, dans les urines et dans le liquide céphalo-rachidien. D'autres éléments peuvent orienter donc, vers une infection materno-fœtale. Il s'agit d'anomalies hématologiques, un fibrinogène qui est élevé avec un taux dans les 48 premières heures supérieur à 3,8 ou supérieur à 4 après 48 heures de vie. Mais il faut faire attention à l'interprétation de ce paramètre qui peut être perturbé lorsque l'enfant fait une coagulation intravasculaire disséminée. La numération formule sanguine, donc, qui permettra de retrouver une franche hyperleucocytose ou alors une leucopénie, la présence d'éléments jeunes, donc immatures, au-delà de 10%, entre 10 et 16% selon les laboratoires, et une thrombopénie inférieure à 150 000 plaquettes par millimètre cube. Il faudra également céder des marqueurs de l'inflammation, la CRP, comme le disait le professeur Ivy tout à l'heure, qui est à notre portée, qu'on peut réaliser assez facilement dans nos structures et qui s'élève rapidement vers la 6e heure, avec donc des chiffres qui arrivent au maximum vers la 48e heure. La procalcitonine, qui est un élément qui est très spécifique d'une infection bactérienne, mais qu'on ne peut pas utiliser en routine parce qu'on ne l'a pas dans nos laboratoires. Et il y a peut-être un petit problème d'interprétation puisqu'il y a un pic physiologique dans les premiers jours de vie, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours se baser sur ces taux-là. Mais lorsque la valeur, on verra tout à l'heure, est supérieure à 5 microgrammes, là, en ce moment-là, on peut peut-être considérer qu'il s'agit d'une infection bactérienne. Les interleukines, 6 et 1, peut utiliser en routine. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas s'il y a un laboratoire, peut-être c'est l'Institut Pasteur et le Bio24 qui le font à Dakar. Et on a parlé tout à l'heure d'une protéine, enfin, j'ai déjà parlé du fibrinogène. Donc, si vous regardez cette courbe, on a l'évolution de ces paramètres, de ces marqueurs de l'inflammation. Donc, lorsque vous regardez, l'interleukine 6 monte très vite. Mais, je vous l'ai dit, qui n'est pas très accessible pour nous. La procalcitonine, déjà dès la 3e heure, qui suit plutôt l'installation de l'infection, peut se positiver avec des valeurs qui sont évocatrices. Mais la CRP, qui est plus à notre portée, déjà dès H6 peut donner des éléments, un résultat qui peut être utilisé. Donc sur ce tableau, je vous ai mis un peu un récapitulatif des critères biologiques qu'on peut utiliser au niveau hématologique. Donc ces anomalies des globules blancs avec la présence pour le fibrinogène, un taux supérieur à 4. Au niveau biochimique, l'élévation de la CRP, dans certains livres, vous verrez que c'est la valeur de 20 mg par litre qui est considérée comme positive. Mais pour certains laboratoires déjà, une CRP supérieure à 6 ici doit être considérée comme anormale. La procalcitonine, lorsque les taux sont supérieurs à 5 microgrammes par litre, sur le plan bactériologique, voici les éléments qu'on peut
les examens plutôt qu'on peut réaliser. Une fois maintenant que le diagnostic clinique a été fait, que les prélèvements bactériologiques, les éléments donc indirects ont pu être prélevés, on peut se référer aux critères qui ont été mis en place par l'ANAES, qui est donc l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en France, que ces critères qui permettent donc de dire dans quelle situation on se trouve, est-ce que oui ou non, on peut considérer que cet enfant est infecté ou pas. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été retenus comme des critères majeurs ou de grade A, parce que ces éléments ces éléments ont été tirés de résultats d'études avec des preuves scientifiques d'un niveau élevé. Il s'agit donc du tableau évocateur de chorioamniotite, l'infection d'un jumeau, l'hyperthermie maternelle, entre autres, et en dehors d'une antibioprophylaxie chez la mère, une antibioprophylaxie complète, un antécédent d'infection materno-fœtale à streptocoque B ou un portage vaginal, ou chez la maman une bactérie, une infection urinaire à streptocoque B pendant la grossesse. Les autres critères donc, qui sont considérés comme des critères mineurs sur la durée de l'ouverture de la poche des os inférieure à 18 heures mais supérieure à 12 heures, la prématurité spontanée entre 35 et 37, donc proche du terme, les anomalies du rythme cardiaque fœtal et les anomalies de la coloration du liquide amniotique qui peut être teinté ou franchement méconial. Donc quand on arrive à ce stade, il faut qu'on puisse dire si oui ou non cet enfant est infecté. Est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il faut démarrer une antibiothérapie ou pas? Alors on pourrait se trouver dans la situation d'une infection materno-fœtale certaine, parce que ça a été confirmé par un prélèvement central qui est positif, ou alors une infection materno-fœtale possible sur le plan clinique et évolutif. L'enfant présente donc des signes qui sont en faveur de l'infection, mais des prélèvements centraux qui sont négatifs et des prélèvements périphériques positifs ou pas. La colonisation, donc, qui est définie donc par l'existence de prélèvements périphériques positifs sans pour autant que l'enfant présente des signes cliniques ou alors sans pour autant qu'on ait des anomalies biologiques. Et l'absence d'infection materno-fœtale qui va être donc considérée comme l'absence ou l'amélioration des signes cliniques, l'absence d'anomalies biologiques avec des prélèvements bactériologiques qui sont négatifs. Donc c'est à partir donc, de cette synthèse-là qu'on arrivera à décider si une antibiothérapie a été débutée, s'il faut l'arrêter ou s'il faut la continuer. Donc juste pour parler des bactéries qui sont retrouvées au cours des infections materno-fœtales, là je vous rapporte une étude qui a été faite donc, à l'hôpital Antoine Becler, donc à Paris, et qui a été publiée. Dans cette étude-là, on retrouvait une proportion assez importante d'infections dues à streptocoque B avec une faible prévalence des bacilles gram négatifs autour de 3,5%. Et cette proportion d'infections à streptocoque B était plus fréquemment retrouvée chez les nouveau-nés à terme que chez les prématurés, avec une différence qui était significative. Une autre qui a été faite donc, aux États-Unis, donc qui a été aussi publiée dans le New England, qui montrait une prédominance plutôt du streptocoque B chez l'enfant tout terme confondu, là, alors que pour les poids de naissance des enfants prématurés avec un poids de naissance inférieur à 1500 grammes, on avait une prédominance donc, des infections materno-fœtales dues à Escherichia coli. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver l'étude ivoirienne en faisant la bibliographie, donc je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, vous pourrez nous dire ce que vous aviez trouvé comme germe, mais j'ai essayé de voir un peu ce qui se passe dans les pays sous-développés pour ce qui est de ces infections-là, néonatales ou materno-fœtales. Alors, on se rend compte qu'il y a, si on prend la région africaine en Asie, donc on retrouve une prédominance de certains germes, en particulier de Staphylococcus aureus, du streptocoque B, mais également des pneumocoques. Tout à l'heure, professeur Ousmane vous disait que dans l'étude qui a été réalisée à Dakar avec l'Institut Pasteur, il y avait une prédominance aussi de ces germes. Et
on voit paradoxalement ou en tout cas, on voit apparaître d'autres germes qui étaient plus rarement retrouvés quand même dans cette population d'enfants. Donc, vous avez vu ici un cas de salmonelle. Et pour les autres germes, les il y a Escherichia coli et les Klebsiella qui représentent une proportion assez importante. Si on prend en compte le lieu de naissance, donc la prévalence de ces germes par rapport au lieu de naissance, toujours dans les pays du Sud, on retrouve chez des enfants qui sont nés à domicile la présence de Staphylococcus aureus, mais ce germe-là était plus souvent retrouvé chez les enfants qui étaient nés dans les maternités. Donc, on se demande après finalement quel est en fait, le pourquoi, en tout cas l'explication à ça. Et vous voyez, donc ces germes qui apparaissent, c'est surtout des germes nosocomiaux, parce qu'en fait, quand on fait la littérature, il n'y a pas beaucoup de germes décrits pour ce qui est des infections materno-fœtales pures. Mais vraiment, si on prend les infections néonatales d'une façon générale, on a l'impression que c'est plus des infections dues à des germes nosocomiaux qu'à des germes qu'on retrouve plus dans les infections materno-fœtales, comme ce qui a été décrit pendant longtemps. Donc vraiment, c'est l'émergence de ces germes-là, nosocomiaux, multirésistants, qui posent beaucoup de problèmes dans la région africaine. Donc toujours pour l'étude qui a été faite ici sur les infections néonatales bactériennes avec l'Institut Pasteur, on avait effectivement, on avait pris en compte aussi bien les infections materno-fœtales que les infections néonatales. Et les germes qu'on retrouvait, c'était surtout les entérobactéries, donc les entérobactéries et Streptococcus pneumoniae. On a rapporté un cas également d'infection materno-fœtale à salmonelle, mais là c'était un enfant probablement qui a été contaminé sa mère après la naissance, puisque le premier épisode qu'il a présenté de son infection à salmonelle s'est fait à 15 jours de vie par une gastro-entérite avant qu'il présente le premier épisode de méningite à 45 jours de vie, sûrement parce que le germe n'avait pas été identifié à 15 jours quand il a fait sa gastro-entérite et que secondairement il a fait une septicémie avec une localisation méningée. Il y a quand même des facteurs qui peuvent faire penser à certains germes plutôt qu'à d'autres au moment où on se pose la question, au moment du diagnostic, est-ce que c'est un streptocoque B, est-ce que c'est Escherichia coli ou autre chose. Pour ce qui est le streptocoque B, les facteurs de risque qui sont décrits, donc c'est l'infection génitale, la fièvre intrapartum qui a été retrouvée dans cette étude portugaise dans une proportion de 30%. Certains symptômes, toujours dans la même étude, ont retrouvé comme autres symptômes en faveur du streptocoque B, la détresse respiratoire, le choc septique. Parce qu'on sait que le streptocoque B, c'est vrai que c'est un germe qui peut être pris en charge facilement, mais lorsque le diagnostic est fait tardivement, lorsque les choses démarrent, ça s'emballe, c'est des enfants qui font des tableaux gravissimes qui parfois peuvent aller même jusqu'au branchement sur Eggbon. Pour Escherichia coli, le seul élément qui est retenu comme étant en faveur d'une infection à Escherichia coli, c'est l'infection urinaire chez la mère. Pour Listeria monocytogenes, donc on est obligé d'en parler, mais on sait que c'est quand même assez rare. Moi, le seul cas dont j'ai entendu parler, c'était, je pense, avant que je commence ma pédiatrie, et c'était à l'hôpital principal. Donc, c'est l'infection maternelle 2 mois à 15 jours avant l'accouchement, une notion de septicémie maternelle. La présence de pustules ou de vésicules ou la présence de granulation blanc jaunâtre au niveau du pharynx de l'enfant et surtout à la radiographie du thorax de l'enfant, cet aspect de miliaire. Pour les germes nosocomiaux, c'est la présence de germes, ce n'est pas dans l'entourage de l'enfant, mais surtout la présence de certains germes chez la maman qui ont pu être donc transmis chez l'enfant. Comment maintenant prendre en charge ces infections néonatales bactériennes? Pour ce qui est de la prise en charge curative, il y a des principes généraux qui vont tenir compte de l'épidémiologie bactérienne, donc de ce qui est trouvé en général. Il y a des variations locales, donc des résistances microbiennes. Il faudra en tenir compte évidemment pour démarrer l'antibiothérapie. Les résultats des premiers prélèvements bactériologiques
Et il y a également le traitement de première intention à mettre. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir à faire des prélèvements, à attendre les résultats de la bactériologie, je pense qu'il faut quand même démarrer le traitement et après ne pas avoir quand même peur de l'arrêter. Le traitement doit être urgent, mais on peut l'arrêter s'il n'y a plus d'arguments pour le continuer. Pour ce qui est des antibiotiques utilisés, donc là je vous ai mis sur cette diapositive donc tous les antibiotiques plutôt qu'on peut utiliser en fonction des germes qu'on retrouve plus souvent donc, dans les cas d'infection materno-fœtale avec leur posologie selon l'âge et les voies d'administration. Pour maintenant les autres germes qui sont moins fréquents, donc qui sont inhabituels, vous avez ici une panoplie également d'antibiotiques qui peuvent être utilisés. Mais avant de parler d'antibiothérapie, il faut également voir le profil de sensibilité des germes à ces antibiotiques qui ont été utilisés. Et lorsqu'on regarde donc cette étude donc, qui a été réalisée, donc, au nord, on se rend compte que pour, par exemple, les Klebsiella, on a une résistance de 33% à l'amoxicilline. Bon, ça, on s'y attend un peu, à la gentamicine, aux phénicolés et aux aminosides. Et nous avons retrouvé sur place une résistance des entérobactéries à la famille des bêta-lactamines. C'est pourquoi le professeur Ousmane Ndiaye disait tout à l'heure qu'on tend plus maintenant à se diriger vers les quinolones et d'autres familles d'antibiotiques, avec également pour le Streptococcus pneumoniae, pour le pneumocoque, une sensibilité qui est diminuée aux bêta-lactamines. Pour le choix des antibiotiques, c'est selon le germe qui est évoqué. Si on pense qu'il s'agit d'un streptocoque B ou les autres streptocoques, on peut utiliser l'association, donc soit l'ampicilline ou l'amoxicilline, ou bien on peut utiliser la pénicilline. Mais quel que soit l'antibiotique qu'on utilise chez l'enfant, on peut l'utiliser associé à l'aminoside en réservant le céfotaxime au méningite, parce que des formes sévères au méningite à streptocoque B. Pour l'hystéria, ou l'entérocoque, le streptocoque D, parce que tout à l'heure on disait que l'hystéria c'est rare, mais quand la maman a été soumise à une antibiothérapie intempestive, elle peut faire une sélection de germes et en particulier sélectionner des entérocoques qui ne sont sensibles qu'à l'amoxicilline. Donc dans ces situations-là, cette association peut être utilisée. Pour Escherichia coli, donc c'est des céphalosporines de 3e génération plus aminosides, sachant qu'il y a cette antibiothérapie peut être modifiée en fonction des résultats de l'antibiogramme. Donc si vous avez un Escherichia coli sensible à un antibiotique moins cher, donc on peut, comme l'amoxicilline, on peut quand même l'utiliser. Pour les anaérobies, pensez à l'association donc ampicilline ou amoxicilline et le métronidazole. Quand il n'y a pas de germes pressentis, il faut vraiment faire selon l'écologie locale. Et dans ces situations-là où on est un peu embêté parce qu'on n'a pas du tout d'idée sur ce qu'il faut faire, rien n'empêche de faire une triple antibiothérapie qu'il faudra adapter en fonction donc, des premiers résultats bactériologiques. Après, on peut démarrer, mais quand même, il est important de se poser la question, c'est vrai, quand est-ce qu'il faut débuter, mais également quand est-ce qu'il faut arrêter. Quand est-ce qu'il faut débuter? C'est quand vous vous trouvez devant la situation d'un nouveau-né qui est symptomatique sans raison apparente ou avec des facteurs de risque infectieux qui ont été retrouvés à l'interrogatoire. Et avant de démarrer cet antibiotique, s'assurer que tous les prélèvements qui vont aider à faire le diagnostic de façon précise ont été prélevés. Donc les hémocultures, les prélèvements gastriques et périphériques, l'appel si elle est nécessaire, s'il y a des signes neurologiques et que l'état de l'enfant le permet. Dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, démarrer une antibiothérapie probabiliste qui sera adaptée secondairement. Et après avoir débuté cette antibiothérapie, vous faites une évaluation à 48 heures. Donc à 48 heures, après, est-ce que l'infection est certaine? Parce que soit on a eu un résultat central qui est positif, on a une septicémie, ou alors on a une méningite ou une localisation urinaire, par exemple, avec un germe. Dans ces situations, l'antibiothérapie sera poursuivie en fonction de la localisation du germe. Maintenant, on verra quelle est la durée à adopter. Pour les septicémies, il est préconisé de faire environ, je dis environ 8 jours, mais de retenir plutôt
poursuivre le traitement antibiothérapeutique 7 jours après la dernière hémoculture stérile, ce qui peut donner un délai parfois de 8 à 10 jours. Dans les cas de méningite, pour les méningites à streptocoque B, 15 jours de traitement peuvent suffire. Dans les cas de méningite à Escherichia coli, le traitement peut être poursuivi pendant 21 jours. À 48 heures, quand il n'y a pas assez d'éléments qu'on se dit peut-être qu'il est infecté, on n'est pas sûr parce que les prélèvements centraux sont négatifs, mais qu'on a des prélèvements périphériques qui sont positifs, associés ou non à des signes infectieux. Donc là, dans ces situations-là, le traitement antibiotique doit être continué et la durée du traitement se fera selon l'évaluation clinique et la variation, l'évolution des paramètres biologiques. Si à 48 heures, vous vous dites qu'il n'y a pas d'infection parce que les paramètres, les marqueurs de l'inflammation ne sont pas élevés, l'enfant va bien, aucun prélèvement n'est positif, je pense en ce moment-là, il est quand même, il est nécessaire d'arrêter l'antibiotique, comme je le disais tout à l'heure, ne pas avoir peur de démarrer, mais ne pas avoir également peur d'arrêter une antibiothérapie. Il ne faut pas la continuer juste pour se donner bonne conscience, se dire qu'on est en train de traiter l'enfant, alors que nous n'avons pas assez d'arguments pour le faire. Il y a également des aspects de prévention, donc pour ce qui est de l'infection materno-fœtale. Les nouveau-nés, nous le savons, dans les pays en développement, sont des cibles difficiles à atteindre du fait de problèmes logistiques ou socioculturels. Logistique, parce qu'on vous disait il y a 2 ou 3 jours, quand on parlait de transfert néonatal, qu'il y a des enfants qui parfois sont obligés, avec des parents, ou de faire des kilomètres avant d'avoir accès à une structure. En dehors donc de ces problèmes logistiques, il y a les problèmes socioculturels, parce que tout simplement, un enfant, un nouveau-né doit être gardé dans la maison, il ne doit pas sortir. Jusqu'à ce jour, moi je vois encore arriver ici à l'hôpital Albert Royer des enfants dont l'ombilic est soigné de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec de l'argile, donc avec de faux risques de développer des infections. Donc c'est vraiment des choses qui existent encore. Et toutes ces études-là que je vous cite ont permis de montrer que tant qu'on n'aura pas agi, tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes de logistique, tant qu'on n'aura pas agi sur les problèmes socioculturels par l'éducation des mères d'une façon générale, par l'éducation de la population générale, on ne parviendra jamais à régler ces problèmes d'infection. Il y a également la mise en place de programmes incluant les soins à domicile. Même dans les pays développés aujourd'hui, je pense qu'en Angleterre, on peut sortir le même jour. Quand on accouche, on peut sortir le même jour, mais il y a un suivi à domicile, soit qui est fait par ce suivi est fait par une sage-femme ou par un autre personnel. Je pense que dans notre contexte, c'est des choses qui sont possibles et qui sont mises en place par le programme de survie, les programmes qui sont mis en place plutôt pour la survie du nouveau-né. Dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle des ASC, des agents qui sont formés pour aller retrouver les femmes qui viennent d'accoucher dans les maisons, examiner les enfants et sur de petits symptômes simples qu'on leur apprend, parvenir à identifier ceux qui ne vont pas bien, ceux qui ont des problèmes et les référer vers les structures sanitaires. Il y a la mise à contribution de la communauté pour une meilleure adhésion également au programme de santé. Mais en dehors d'agir sur la population, parce que là on parle d'agir sur la population, sur les mères, sur les parents, mais il faudrait que nous aussi on puisse respecter tout ce qui est mis pour le respect des précautions universelles pour éviter donc certaines transmissions. Pour ce qui est du streptocoque B, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est la prise en charge au moment de l'accouchement par l'administration d'amoxicilline, un protocole simple qu'on peut utiliser facilement et qui permet de prévenir beaucoup de dégâts. Et donc ce traitement qui sera mis en évidence dans les cas suivants, en cas de prématurité, de rupture prolongée de la poche des os ou alors d'antécédents materno-fœtales, d'infection materno-fœtale à ce germe. Dans les cas où on isole un germe qui est résistant aux antibiotiques usuels, il y a des alternatives. Dans le cas d'un contexte septique maternel, le choix de l'antibiothérapie peut être plus difficile
parce qu'il faudra faire une identification des germes qui peuvent être responsables de cette infection. Et dans ces situations, l'association des céphalosporines de troisième génération et des amoxicillines est possible. Donc, juste pour dire un mot de conclusion, insister sur le fait que ces infections materno-fœtales constituent encore un problème de santé publique, mais à l'échelle mondiale, c'est vrai, avec peut-être des chiffres, des choses un peu plus graves chez nous. Elles sont le plus souvent secondaires à une contamination anténatale, donc à partir d'un germe qu'on retrouve dans la flore vaginale de la mère. Mais ce qui permet réellement de prendre en charge ces enfants, c'est la connaissance de l'épidémiologie et de l'évolution des résistances des germes que nous avons dans chaque région. Et c'est ça qui va permettre d'établir des règles d'antibiothérapie probabilistes, mais qui soient efficaces. Parce que ce qui est la réalité chez nous ne l'est pas en Côte d'Ivoire peut-être, ou ailleurs, ou en France. Donc il faudrait trouver au niveau local des stratégies, des protocoles qui nous permettent en ce moment-là d'agir, mais d'agir de façon efficace. Mais bien sûr, la santé a un coût, les infections ont un coût, donc ce qui importe surtout, c'est de faire la prévention, et la prévention passe forcément par le meilleur suivi des grossesses. Voilà, je vous remercie. Je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement compliqué, et quand on voit l'écologie bactérienne que vous avez ici ou dans les publications, on est quand même impressionné par l'augmentation des résistances. Et on a un peu le sentiment qu'on va droit dans le mur. C'est clair qu'on pourrait discuter de la réduction de l'antibiothérapie néonatale. J'ai le sentiment qu'on prend des risques. Je ne connais pas bien l'incidence de l'infection materno-fœtale ici au Sénégal, mais elle paraît visiblement très importante. Et donc ça se joue en amont et probablement au niveau obstétrical, voire sur l'utilisation des antibiotiques de façon plus générale. Donc je dirais qu'il y a sûrement une grosse action d'information à faire auprès de nos collègues, ou à travailler avec les collègues obstétriciens pour réduire l'utilisation d'antibiotiques avant la naissance. Mais là, il y a visiblement un gros enjeu. Alors, il y a quelques chiffres qui m'ont troublé. Sur une de tes diapos, on voit bien que le risque d'infection materno-fœtale et le type d'infection materno-fœtale est différent quand on est à domicile que lorsqu'on est à l'hôpital. Et ce qui était étonnant sur ta diapo, c'est qu'à l'hôpital, il y a plus d'infections staphylocoques, multipliées par 4. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est certain que c'est bien du materno-fœtal et pas de l'infection nosocomiale extrêmement précoce? Je dis ça, c'est parce qu'on a eu cette situation, on a connu cette situation à Jeanne de Flandre, avec un taux d'infection materno-fœtale, entre guillemets, ou très très précoce, à staphylocoque doré. Systématiquement, les bébés qui étaient réanimés à la naissance avaient dans les jours qui suivaient la naissance, donc avant J3, une infection à staphylocoque doré. Et on s'est aperçu qu'il y avait un problème de colonisation du matériel de réanimation staphylocoque qui contaminait les bébés qui étaient réanimés. Et donc, ça amène tout de même à s'interroger sur l'hypothèse d'une infection materno-fœtale d'origine nosocomiale mais précoce. Enfin, pas materno-fœtale, mais nosocomiale, on peut pas forcément l'exclure. Après, j'ai peut-être d'autres questions, mais je vais peut-être laisser la parole à d'autres qui voudraient aussi intervenir. Okay, merci. En fait, c'est toujours pour abonder dans le sens de ces infections à staphylocoque qui surviennent de façon précoce. À Bamako, dans le cadre d'une étude sur les infections communautaires, nous avons inclus des nouveau-nés, mais des nouveau-nés qui étaient allés à la maison et qui sont ensuite venus à l'hôpital pour une raison ou une autre. Donc, tous ceux qui venaient directement de la maternité n'étaient pas inclus. 70% des enfants étaient venus en 0,7 jours, évidemment, mais nous avons trouvé 10% d'hémoculture positive, et dans ces 10% d'hémoculture positive, nous avions 30% de staphylocoque. C'est vrai, nous nous sommes posé la question, est-ce que ce sont les conditions d'accouchement dans ces structures de santé qui sont en cause, parce que ça nous a étonné que ce soit vraiment des infections
materno-fœtale. Donc, c'est une réflexion que nous faisons maintenant en faisant une sensibilisation auprès des sages-femmes pour pouvoir améliorer un peu les conditions d'accouchement dans ces centres de santé. Voilà. Et le deuxième germe que nous avons trouvé, c'était le Streptococcus pneumoniae. Escherichia coli venait en 3e position. Vous m'excusez de prendre la parole assez souvent, mais c'est pour partager avec vous 2 études qui ont été faites ici à Dakar. La première, c'était ici à Albert Royer. Bon, c'était en 92, j'étais déjà parti. Et sur l'infection néonatale qui a été faite par Moussa. Je l'ai retrouvée sur les bases de données, sur Medline. Voilà. Donc là, c'était une étude qui montrait que les germes prédominants étaient Klebsiella spp, 28%, E. coli, 2e position, 19,5%, et Staphylococcus aureus, 17,4%. La deuxième étude qui a été publiée, à laquelle j'ai participé avec les obstétriciens, c'était à Aldantec, quand j'étais à Aldantec, également, qui a été publiée dans Gynéco-obstétrique et fertilité, en 2001, retrouver les germes Klebsiella pneumoniae, 61%, deuxième germe, Staphylococcus aureus, 8,7%, E. coli, 6%, après c'était Enterococcus, 4%, et Pseudomonas 2,7%, avec une résistance très importante aux antibiotiques qui étaient utilisés initialement, ampicilline, même gentamicine. Et ce qui marchait le plus, c'était la ceftriaxone, l'équinolone et l'amicacine. Pour le staphylocoque, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la manipulation du cordon à domicile? Ça, c'est un point, c'est pourquoi l'OMS recommandait de ne pas toucher au cordon. Ou bien, dans nos services, moi, quand je venais d'arriver à Basnao en 1991, tous les nouveau-nés étaient systématiquement cathétérisés et dans des conditions dramatiques. On cathétérise sans toutes les mesures de sécurité. Je pense qu'on augmente la prévalence de ces germes. Donc ça peut être une voilà. Merci. Effectivement, je pense que dans ces études-là, les résultats que j'ai projetés, je pense du fait, probablement ils ont les mêmes difficultés que nous, c'est-à-dire à faire les prélèvements, parfois avant même d'avoir démarré l'antibiotique. Ce qui fait que les résultats qui sont donnés concernent aussi bien les cas d'infection materno-fœtale, mais je pense d'infection néonatale d'une façon globale. Donc après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il s'agit réellement d'une transmission juste de la mère à l'enfant, sachant que quand on regarde ceux qui sont nés à domicile, ils font moins d'infections à staph doré, mais ils en font quand même peut-être du fait de la manipulation du cordon, et qu'ils en font un peu plus au niveau de l'hôpital. Donc quand on va plus loin... Mais voilà, donc on peut se dire finalement c'est peut-être la manipulation par la contamination iatrogénique par le personnel directement, peut-être parce que le portage manuel ou portage nasal, quand on se cure le nez, peut-être qu'on se lave pas les mains, je ne sais pas trop, ou alors le matériel qui est souillé, parce que c'est effectivement des chiffres qui sont énormes, mais dans toutes les publications, c'est-à-dire quand on essaie de faire la bibliographie en Afrique, on se retrouve toujours avec des germes, plus de germes nosocomiaux que de germes qui sont décrits comme étant responsables des infections materno-fœtales dans la plupart des cas, c'est-à-dire Escherichia coli et Streptocoque B. Donc c'est vraiment des germes plus nosocomiaux qu'on retrouve. Il y a maintenant le portage, c'est vrai, il y a une antibiothérapie intempestive qui est faite aussi bien chez les femmes enceintes. Mais après, faire la part des choses au moment de l'accouchement, de ce qui est de la part de la structure et ce qui est de la part de l'enfant, si les prélèvements n'ont pas été faits précocement, aussi bien chez la mère que chez l'enfant, peut être difficile dans certaines situations. Voilà. Je voudrais faire un autre commentaire sur ce sujet. Bon, vous voyez à quel point l'antibiothérapie du nouveau-né est excessivement compliquée et quels sont les enjeux. Il est clair que l'écologie bactérienne est variable d'un pays à l'autre et aussi d'un centre à l'autre. On se rend compte aussi qu'il y a des critères d'indication d'antibiothérapie. Je pense que ce qui est compliqué dans l'antibiothérapie, c'est qu'il ne faut pas louper une antibiothérapie, il ne faut pas louper le traitement d'un bébé qui est infecté, on prend des risques énormes. Il ne faut pas non plus traiter trop et trop longtemps, on prend aussi des risques. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Probablement que la meilleure méthode, parce que maintenant, il faut une méthode pour pouvoir avancer, c'est d'exploiter un peu tout ce que Rama nous a expliqué aujourd'hui. Et à partir de ce que Rama a décrit comme facteur de risque, dans chacun des centres, dans chacun de nos centres, rédiger un protocole très précis d'indication d'antibiotiques
sur lequel on s'appuie pour antibioser. Et ce faisant, ce ne sera pas suffisant. Après, il faudra qu'on ait une démarche EPP, qu'on a vue hier, démarche EPP qui va essayer d'identifier le décalage entre ce référentiel qu'on aura rédigé versus ce qui est fait dans la pratique. Et donc, il va falloir évaluer ce protocole. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit aussi donc il y a 2 jours, c'est pour qu'une EPP ça marche, il faut mobiliser du monde avec soi. Donc on mobilise l'ensemble des médecins, on mobilise les infirmières, on mobilise du monde. Il faut que tout le monde soit au courant de la démarche et du protocole qui sera rédigé. Il faut que tout le monde comprenne les enjeux, et donc qu'il y ait une sorte de diaporama comme ça simplifié qui soit fait, qui soit présenté, pour que les gens comprennent les enjeux de ce protocole. Et alors, je voudrais aller plus loin que ce qu'on a dit il y a 2 jours, et en écoutant les arguments tout à l'heure qui ont été mis en avant pour utiliser le ceftriaxone ou la rocéphine, c'est qu'il faut aussi se poser la question sur la façon dont l'antibiothérapie est administrée. Alors ça arrive partout. Ce qui vous est arrivé en Côte d'Ivoire est arrivé aussi à Jeanne de Flandre. On ne comprenait pas parce qu'il y avait des bébés qui restaient sceptiques à staphylocoque épi très longtemps. On a fait des dosages antibiotiques avec des vancomycinémies qui faisaient le yo-yo, qui partaient de 0, qui montaient à 80, donc zone toxique, sans qu'on ait modifié la dose. Et donc il y a forcément un problème d'administration. Et donc on s'est penché sur la façon de fabriquer, de préparer la vancomycinémie, la vancomycine, mais c'est vrai pour tous les antibiotiques, tous les médicaments. Et on s'est aperçu d'un nombre de biais considérables. La vancomycine, par exemple, on l'a diluée dans le service avec du sérum physiologique. Et quand on creuse, on s'aperçoit que la vancomycine, ce n'est pas diluable dans le sérum physiologique. Ça se dilue dans de l'eau-PPI, de l'eau pour préparation injectable. Et quand on met du sérum phy, ça ne se dilue pas bien, ça fait des grumeaux. Et donc, en fonction du nombre de grumeaux que la puéricultrice prenait pour injecter, il y avait plus ou moins de vancomycinémie. Ça, c'était une cause de problème. Et une autre cause de problème, c'est que, en fonction de la puéricultrice qui prélevait, elle faisait une dilution de vancomycinémie, elle prélève 0,5 ml de vancomycine et puis elle l'injecte dans une grosse seringue pour passer la perfusion sur 24 heures. Ben, certaines puéricultrices rinçaient le trocar qui servait à prélever et d'autres non. Et ça fait 50% de variabilité, puisque le volume du trocar fait 0,2 ml. Sur une dose de 0,5, ça fait 50% de variabilité. Et on en a trouvé comme ça une dizaine de facteurs de variabilité d'injection. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne suffit pas de prescrire l'antibiotique, il faut s'assurer de toute la chaîne et donc travailler avec les puéricultrices et les infirmières, de voir un peu comment elles préparent leurs antibiotiques, rédiger avec elles la façon de diluer et avec quoi elles le diluent, les conditions de la dilution, les conditions de la préparation de la seringue et la façon dont elles l'injectent. Et tout ça, ça doit être rédigé étape par étape avec les puéricultrices, avec les infirmières. Et ça ne suffit pas. Il faut derrière s'assurer que ce qu'on a protocolé est bien effectué. Tout ça sont les conditions qui sont nécessaires d'un protocole d'antibiothérapie. Il faut qu'on s'investisse à chacune des étapes de la prise en charge du protocole. Et pas seulement s'intéresser qu'aux prescriptions et aux indications. Le médecin est responsable de toutes les étapes de la prescription. Voilà ce que je... Voilà. Oui. Un gros problème chez nous est que pour résoudre ce problème, c'est vrai qu'on a des critères de décision, des critères majeurs, des critères mineurs, mais je crois que ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, une éducation, et ensuite EPP, comme l'a suggéré le professeur Storm. Voilà, je pense que on va arrêter là. Je ne sais pas si la pause déjeuner est prête. OK, voilà, merci.